bonjour à tous, on va commencer, vu qu'on est déjà un peu en retard. Je propose éventuellement que Sylvain se présente, parce que tous les autres sont passés sur scène juste avant, sauf lui, donc je lui laisse le micro quelques secondes. Merci Jonathan, donc je suis Sylvain Gillet, je suis business développeur pour la plateforme d'emailing Mailing Report, qui est une plateforme uniquement dédiée aux agences de communication et professionnels du web en marque blanche. Voilà, donc je voulais savoir déjà dans la salle s'il y avait une première question pour les divers intervenants qui sont passés sur scène précédemment. Personne? Bon ben, il y a Charles, qui n'a pas assez parlé aujourd'hui apparemment. Si, il y a juste un truc... Il y a juste un truc que j'ai pas bien compris dans mon slide, c'est par rapport à, donc lorsqu'on est en responsive, le fait que ça génère plus d'ouverture de clic. Je peux comprendre que quand on est en responsive, ça génère plus de réactivité, mais pourquoi ça génère plus d'ouverture? Si jamais le mobile ne peut pas ouvrir le mail et qu'il ne le met pas bien propre, mais il l'ouvre quand même, donc par défaut les images sont téléchargées sur les mobiles non. Donc pourquoi plus d'ouverture? Sur les mobiles comme sur les clients mail PC, les images s'affichent automatiquement ou pas. Ça va dépendre des devices, il y en a qui bloquent pas aussi. BlackBerry bloque par défaut les images, sur Gmail ça s'ouvre. Je l'ai dit, c'est au bout de 3 mois, en fait, on s'est rendu compte qu'on a plutôt eu un effet de traîne, c'est-à-dire que les transformations ont tiré vers le haut les taux d'ouverture. Donc au bout de 3 mois, je veux dire la première campagne responsive, ce serait mentir que de dire plus 8% d'ouverture. Les gens ont détecté qu'elle était responsive et qu'elle était plus cool. Non, en fait on a eu je pense, un effet de traîne. Les gens qui les ouvraient d'habitude les ont trouvés pratiques et en fait du coup ont transformé plus simplement et ça a dû générer en fait de l'ouverture et ainsi de suite. Bon, la finalité c'est effectivement on a 8% d'ouverture. Je serais incapable de dire s'il n'y avait pas eu la transformation, pourquoi ça aurait ouvert plus? Je pense que c'est la transformation qui a traîné et drainé augmenté le taux d'ouverture. Ok, donc en fait ça permet de boucler la boucle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On a envoyé des choses que les gens voulaient recevoir et donc du coup ils réouvrent plus tard dans les mails suivants. Je pense que Nicolas avait quelque chose à rajouter. Aujourd'hui, les outils de reporting sur une consultation furtive depuis un device mobile ne prennent pas ça en compte dans les taux d'ouverture. Donc il faut à minima 7-8 secondes, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si on observe ce qui se passe aux US, au dernier trimestre de l'année dernière, 65% des emails ont été d'abord consultés depuis un device mobile. Et ça fait apparaître une notion qui est fondamentale, c'est-à-dire la prise d'information. Ce qui se fait sur le device mobile, c'est de la consultation, de la prise d'information. Si ce moment est raté, il n'y aura pas reprise de l'email depuis un bureau, un desktop. Donc on voit bien que c'est une menace pour le coup qu'il va falloir transformer en opportunité, mais qui est réelle, qui est extrêmement structurante pour nos métiers en tant qu'annonceur ou en tant que prestataire. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, effectivement, dès lors qu'on a mais ça a été évoqué dans le plan de l'après-midi, des parcours responsives fluides, effectivement, on peut atteindre de la transformation. Donc, l'indicateur clé, c'est effectivement la réactivité. Il y a un email consulté en situation de responsive. Et cette prise d'information, ce moment extrêmement furtif, il est fondamental, autrement les destinataires n'y reviennent plus. Oui, j'aimerais juste rajouter sur la personnalisation et sur le message. Je pense que les précédents intervenants ont dit beaucoup de choses et le préambule de Charles a donné des bonnes pratiques à respecter. L'année dernière, le SNCD a publié ses chiffres 2013 et a fait ressortir que en B2C, pour le déclencheur de l'ouverture, pour 62% des destinataires, c'était l'objet, donc de bien penser à personnaliser votre objet et votre préheader. Et également, pour 67% d'entre eux, c'était l'expéditeur.
Donc il est aussi de bonne pratique de personnaliser l'expéditeur plutôt que des adresses no reply ou autres, que Jonathan connaît bien, et également personnaliser dans le contenu d'email qui envoie l'email. C'est toujours plus friendly de savoir de qui ça provient réellement. Évidemment, après, ça dépend de la stratégie d'email marketing et de la campagne. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Merci. Au sujet des emails responsifs, je voulais avoir votre avis sur les quelques rares frameworks qui existaient. Notamment, il y a Ink, où vous avez aussi des choses comme Responsive Email Patterns. Dans les deux présentations que j'ai vues, à chaque fois, c'est l'impression que j'avais, vous partiez de zéro. Et donc, du coup, vous constituez vos propres gabarits. Donc voilà, je voulais avoir votre avis, parce que aujourd'hui, moi, je me repose sur ces frameworks et j'essaye d'avoir une approche un peu similaire à un site web où je m'appuie sur Bootstrap, par exemple. Concernant les frameworks existants, donc, vous avez parlé de Ink. Aujourd'hui, pour moi, c'est un des plus aboutis du marché. On peut parler aussi d'un framework intégré dans Mailchimp, notamment parce que Mailchimp permet de concevoir aussi ses emails. Pour moi, ça fait partie des solutions à terme à venir, forcément, parce que, on l'a vu notamment avec Orange tout à l'heure, on va demander aux équipes de produire plus, mieux et plus vite. Et donc forcément, dans un contexte d'hyper-personnalisation, il va falloir optimiser de manière de plus en plus optimale les process de production. Donc Ink a commencé par sortir justement un boilerplate dont je parlais tout à l'heure. Ça c'est intéressant, je trouve, dans les mécanismes de production. Et je pense que, pour moi personnellement, c'est l'avenir aussi en termes de production sur des phases où on va demander... où on va vraiment avoir le besoin d'envoyer à la volée un nombre de plus en plus important d'emails. Pour Ink notamment, pour l'avoir testé, c'est des emails qui sont essentiellement adaptés sur de l'écosystème plutôt américain, en l'occurrence US. Il y a des choses forcément qui méritent d'être adaptées. En l'occurrence, il est pas mal du tout. Pour la petite histoire, on travaille nous-mêmes sur un framework qui devrait sortir prochainement, parce que d'évidence et forcément, encore une fois, ça fait partie du run à venir, et forcément pour industrialiser au maximum les process, il va falloir se pencher sur des solutions. Donc petite avant-première, nous ça va s'appeler D'Artagnan. D'accord, donc framework open source. Oui, il y aura une partie open source carrément. Merci. Quelqu'un d'autre dans la salle? Ouais, parce que Ink ou le reste, moi j'ai testé, et par exemple sur Gmail Android, c'est pas responsive. Ça dépend en fait, si on parle du Gmail, des versions natives ou pas. En l'occurrence, même sur, il n'y a pas que sur ces OS-là que ça fonctionne pas. Ouais. Mais oui, ça fonctionnera. Ça va. Mais la vôtre, elle va fonctionner sur bien plus que Ink ou Zer, je crois, ou il y en a 4 ou 5 des frameworks. Oui, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, aujourd'hui, on a fait quand même un beau benchmark au niveau de la concurrence. Il y en a de plus en plus, pour rebondir à votre question, qui se lancent sur le marché. Et donc, nous, on vise vraiment une universalité. Alors après, il y aura toujours des contraintes qu'on ne pourra occulter, forcément. Par contre, on est compliant sur Outlook. Sur des outils qui sont assez complexes, on a réussi à contourner la problématique et à les rendre du Thunderbird, du Outlook, du Windows Live aussi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et on communiquera suffisamment de toute façon à l'avance pour que vous puissiez tester aussi. On va sortir un boilerplate très prochainement. Voilà, il y avait une question tout au fond encore, je pense. Bonjour, je voulais savoir si la création de services justement comme Ink ou de boilerplate ne serait pas un peu... alors ça répond bien en termes de rapidité d'exécution et de création de mails responsifs, mais est-ce que c'est pas tirer un peu une balle dans le pied pour les agences de création, pour les intégrateurs, et donc du coup tuer un peu la créativité des messages et réduire encore plus l'ouverture des messages et
ouais, le taux de clic qu'il peut y avoir derrière, puisque tous les mails risquent de se ressembler un petit peu. Enfin, ça reste des architectures, c'est des grillages, hein, rien de plus. Pour les agences, c'est juste un gain de temps en termes de technique. Après, je pense pas que ce soit une balle dans le pied des agences. En fait, il faut que les agences maintenant profitent justement de ce gain de technique pour se recentrer sur du conseil, de la création, de la valeur ajoutée sur le web design et d'autres choses. Mais enfin, je veux dire, n'importe quel boilerplate, ça va pas vous avoir fait votre email responsive, ça reste des blocs vides. Hein, tiens, des exemples certaines fois, mais ça reste. Enfin, pour moi, je veux dire, on est routeur et agence, en termes d'agence, c'est un gain de temps, simplement. Après, il faut se recentrer sur le conseil, la créa, des choses comme ça. Et profiter de ces boilerplates pour travailler dessus, quoi. Extrêmement. Voilà, attention, on a perdu notre animateur. Votre question, elle est extrêmement pertinente et en phase avec des interrogations du marché. 80% des créas des supports de mes campagnes sont assurés par des agences référencées. Je pense qu'au tout début, le projet que j'ai lancé, ils l'ont perçu comme une menace. Celles avec lesquelles je travaille encore, parce qu'évidemment il y a du mouvement là-dedans, c'est celles qui ont compris que c'était une opportunité. Donc en aucune façon ça ne bride leur créativité. Puis moi je suis un petit peu caricatural dans mon approche, c'est-à-dire que je dis à j'ai pas mal de responsables de campagne, je leur dis écoutez, sauf non-respect de la charte graphique qui nous est imposée, mais si votre email il est vert ou violet, j'en ai strictement rien à faire. S'il est rond ou carré, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce qu'on me demande, c'est de dégager de la performance digitale accrue tous les jours qui passent de l'année. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Ouais, c'est pas une question, c'est par rapport à l'utilisation du responsive qui est très bien. Mais c'est vrai que pour gérer des cas clients, quand on passe en emailing responsive et qui est très bien fait, qui est très bien intégré, qu'on fait attention à ça, et qu'on a le levier d'emailing d'acquisition, justement, où on transfère le kit à une plateforme qui fait très bien ce travail aussi, mais souvent on a le cas où les affiliés vont directement modifier le code, ce qui fait que là c'est la catastrophe. On parle d'un emailing responsive qui a été vraiment bien fait et qui se retrouve limite illisible, même si on a fait ce qu'il fallait au niveau de rendre le texte lisible en dehors des images. Il y a aussi cette partie-là où il y a la conception, ce qui est très bien, c'est ce que vous avez expliqué, mais il y a aussi la partie routage. Et il faut faire attention à ça, que parfois, dans l'emailing en affiliation pure et dure, ça peut être plus un frein qu'un avantage, je pense. Et il n'y a pas qu'en affiliation d'ailleurs. Enfin, même les kits emailing qui sont développés pour de la fidélisation, à l'intégration dans les plateformes, tout peut exploser éventuellement. Je voulais éventuellement poser la question à un routeur du coup. Quelles sont les choses que vous mettez en place par exemple chez Insmail, soit pour accompagner les clients sur l'intégration, soit sur justement l'accessibilité de la plateforme à toutes ces questions responsives? Merci de poser la question. On a deux façons de faire. Ou vous êtes dans le cas d'Orange, là, vous avez des gens qui vous ont accompagné, qui vous ont formé, vous avez pris vraiment ça à bras le corps et vous montez en compétences, auquel cas vous pouvez rentrer le code que vous voulez dans l'interface. Ou vous n'êtes pas dans ce cas-là et le responsive pour vous c'est une grosse boîte noire. Et bon, dans l'interface, on a développé en fait notre propre, alors c'est pas sur Ink, c'est vraiment notre propre technologie, encore une fois, chacun son framework. On a développé ce qu'on appelle un CMS en fait, qui permet de construire ces lignes de façon assez intuitive, en tout cas c'est ce qu'on espère, et qui respecte un certain nombre de règles qui permettent au message d'être le plus responsive possible avec toutes les limites que ça implique des différentes plateformes, différents OS, différentes apps et ainsi de suite. Et donc on a deux modes en gros. Le mode expert, tu te débrouilles avec le code HTML à toi de le maîtriser, tu mets ce que tu veux dedans, ou le mode complètement novice, où là toute la partie know-how, savoir-faire technique n'est pas là. Et c'est pas à vous de la gérer, vous avez la gérer vos contenus. Pour les
dire sur le même sujet que Inkscape propose aussi un CMS. Donc on a opté plutôt pour que nos propres clients puissent utiliser notre CMS pour faire des emailing responsive. Il y a aussi des experts qui ont leur propre HTML, donc c'est eux qui sont responsables de cela. Mais ce qu'on offre en plus, c'est des outils de test. Comme disait Charles tout à l'heure, on ne peut pas tout tester, ce n'est pas une science exacte, il y a toujours des cas particuliers, on apprend au fur et à mesure, mais il faut aussi offrir des outils de test. Au moins pour les devices les plus propagés comme Apple, comme Android, au moins montrer directement avant l'envoi des emails s'il y a des fautes majeures, des anomalies particulières. Il y a aussi d'autres tests qui peuvent être intéressants, ils sont un peu loin du côté technique, mais plutôt du côté usage. Par exemple, de voir tout simplement la grandeur des boutons. Il y a un test assez simple qu'on peut faire, c'est de voir le design et voir si le pouce d'un homme ou d'une femme adulte peut cliquer sur un bouton tout simplement, et parfois on trouve des images qui grossissent, etc., mais des boutons trop gros, trop petits. Donc il faut pas simplement faire l'intégration directement HTML ou avec un CMS, mais il faut aussi tester le plus possible, parce qu'il y aura des problèmes sûrement, et il faut aussi apprendre toujours de ces problèmes. Donc il faut avoir des outils d'alerte. Par exemple, si le taux d'ouvrage chute subitement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut peut-être essayer, lorsqu'on risque un changement particulier pour essayer un nouveau design, peut-être ne pas envoyer trop d'emails la première fois pour voir à peu près comment ça marche. C'est un peu comme les A/B tests, mais pas pour les objets, mais plutôt pour le côté technique et le design de l'email. Voilà. La question sur l'affiliation, moi je la trouve extrêmement intéressante parce que vous dites nous on fait l'ensemble des efforts pour effectivement que nos communications par email soient responsives, adaptables finalement à l'ensemble des devices de lecture, en tout cas de la manière la plus exhaustive possible. Et quand on confie nos supports à des acteurs que j'appelle des acteurs d'intermédiation, qui sont là en acquisition pour relayer du business sur d'autres bases, tout ça est cassé, et donc avec une performance qui est déplorable, avec une image qui est véhiculée de votre marque qui n'est pas bonne, parce qu'on n'a pas parlé de l'image de marque, mais c'est fondamental. Et ce qui me semble très très paradoxal, c'est que on voit bien le débat tourne autour du responsive cet après-midi, hein, beaucoup. Et donc il y a une prise de conscience que c'est extrêmement structurant, que c'est extrêmement important. Et la réponse qui est apportée par ce défi est un petit peu petit bras. Et ces acteurs d'intermédiation, je ne comprends pas du tout parce que leur business model est à la performance. Donc ils vous facturent beaucoup au coût pour clic, au coût pour achat. Et ils ne rendent pas leur support performant par rapport à un mode de consultation et de découverte de plus en plus en situation de mobilité sur des nouveaux devices. Donc quelque part, économiquement, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. C'est pour ça que je trouvais que votre question elle révèle une sorte de paradoxe incroyable. Des gens qui fonctionnent qu'à la performance ne font rien pour optimiser leur support et donc amoindrissent mécaniquement leur chiffre d'affaires et leur revenu. Merci beaucoup. Alors avant de clôturer, parce qu'il se fait tard, je voulais quand même aborder les deux autres sujets des présentations qui sont la personnalisation. C'est vrai que le responsive est déjà la précédente édition d'Email Marketing Day, on avait beaucoup parlé dans les interventions. Bon, je voulais quand même aborder les deux autres sujets qui sont passés. Donc je voulais poser à Anouar une question assez simple. Aujourd'hui, quand on veut mettre une stratégie de personnalisation en place, c'est très bien, c'est une belle intention. Mais quelles sont les questions que les équipes marketing doivent essayer de se poser pour voir quels sont les points sur lesquels il faut vraiment pousser le plus la réflexion? Par où commencer dans la réflexion? Alors, dans les exemples que j'ai présentés, j'ai présenté beaucoup d'exemples qui viennent du domaine de l'e-commerce. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait de l'e-commerce, parce que lorsque vous avez de l'e-commerce, vous savez quels sont les intérêts de la personne, etc. Donc, vous avez beaucoup de moyens de personnaliser. Mais j'ai parlé tout à l'heure de pertinence. C'est presque plus important que la personnalisation en soi. En fait, le but, c'est d'être pertinent. Donc, on peut, par exemple, regarder ce qu'est que l'actualité. Prochainement, il y aura la Coupe du Monde. Et donc, ça donne l'occasion de faire beaucoup de campagnes là-dessus, beaucoup de newsletters. On parlait tout à l'heure de Alain Legrand, donc à la SNCF. Les Alains, on les fête le 9 septembre, je crois.
Donc c'est d'avoir genre, du coup vous avez une idée, donc vous allez porter les Alains, un email avec un coupon, un petit bon d'achat, une petite publicité. Donc les idées, elles sont en fait autour de nous et il faut aller les chercher. Elles sont dans l'actualité, elles sont dans les informations dont nous disposons sur les destinataires et elles ne proviennent pas toutes forcément du CMS ou de la relation transactionnelle, de la relation professionnelle avec le client. Le fait qu'il ait acheté quelque chose et qu'il ait fait une réservation sur un système quelconque. Bien évidemment, il y a les triggers. Par exemple, si vous vendez, je ne sais pas, des lampes, et que vous savez que ces lampes-là, après 6 mois, il va falloir les renouveler, c'est l'occasion d'envoyer un email pour rappeler la personne, parce que d'abord, la personne va trouver ça très gentil, parce que du coup, ça se dit, ah oui, c'est vrai, et en plus, elle va penser à acheter ça chez vous. Donc, il y a toujours des raisons de personnaliser des sources d'inspiration, et ces sources-là, elles sont assez simples. Bien évidemment, elles dépendent du commerce, du sujet de l'email marketing, ça dépend de l'entreprise qu'on voit les emails, mais il y a aussi les sujets fréquents d'actualité, comme par exemple la Coupe du Monde ou le football. Voilà. Alors une autre question qui a trait plus à la partie automatisation. Alors l'automatisation c'est très bien parce que ça permet de créer une campagne une fois pour toutes et puis de dégager du temps éventuellement pour les équipes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'oublier ce qui a été automatisé? Et donc je voulais poser la question à Jonathan de savoir comment, quand on doit remettre en question les parties de l'email marketing qui ont éventuellement été automatisées, et quelle est la bonne stratégie pour essayer de continuer à optimiser ce qui a été automatisé dans le passé? Question dure, ça, hein, c'est une question piège. Le constat, c'est oui, des fois on oublie des mailings qui tournent tout seuls. On a déjà vu ça chez nos clients. Ah merde, c'est vrai, il y a 3000 mails qui sont partis parce que je fais ça. Ah bah. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un outil, c'est jamais là que pour répondre aux besoins, enfin à la manipulation faite par un humain à un moment. Donc il n'y a pas. Je ne sais pas quoi te répondre d'autre que de dire il faut être très structuré. C'est un mot qui est revenu de la part de M. Rochon plusieurs fois. Il faut être structuré dans son approche. Et quand on commence à faire quelque chose, pas le faire avec une vision court-termiste et se dire ok, je vais mettre ça tout de suite en place et puis si ça marche, c'est super. Mais dire ok, ça marche et pourquoi ça marche? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'on va faire demain quand la personne qui a mis le mailing en place s'en va et va dans une autre société? Donc il faut vraiment se structurer et réfléchir, tout comme pour Web Responsive, avec un peu plus de recul quand on veut mettre en place des mailing triggers. Ça demande plus de travail. Et c'est vrai que ça pose la question de est-ce que ça vaut le coup finalement de mettre l'argent dans ce travail? Là, ça va dépendre. Alors là, à chaque fois, du business model, de ce qu'on vend, à quelle fréquence, à quel prix de votre activité. Quoi. Surtout, il faut mettre en place des outils de suivi aussi sur ces choses-là. Je vous ai parlé de mon client qui envoie des mails à ses prestataires. Derrière, il y a soit on a des condensés statistiques qui lui disent qu'il y a eu tant de mails ce jour-là, tant de mails reçus, tant ont été cliqués, répondus, validés, refusés. Ou alors, quand c'est des flux plus réduits, d'avoir carrément des tableaux qui nous permettent d'analyser les mails, à quelle heure, c'est parti, ça a été validé ou pas. Enfin, ouais, mais pour Pierre, il faut qu'il ait quelque chose à regarder parce que souvent on n'a pas d'analyse. Mais il les faut si effectivement, Jonathan a raison, si on lui met en place des tableaux et que personne ne les ouvre jamais, ça sert à rien. Mais s'il commence à automatiser, c'est qu'il y a des gens quand même qui ont une structure. En général, les toutes petites structures ne veulent pas automatiser plus que ça. Et bon, après par expérience. Et en tout cas, on met en place des tableaux et ça leur permet quand même de contrôler parce que si personne. Il y a une dernière question dans la salle et je pense qu'après on va pouvoir clôturer. Bonsoir, merci pour vos interventions. On a beaucoup parlé du comment, du pourquoi, de la technique, de la méthodologie. Vous n'avez pas encore parlé de vos clients. Quelles sont un peu les tailles d'entreprise, les budgets? Bon, ça demande quand même déjà une certaine maturité. Vous avez parlé à chaque fois du contenu, que c'était quand même la priorité, de ce qu'on ciblait, de pourquoi on voulait faire telle démarche. Quelles sont aujourd'hui un petit peu la population de vos clients et
comment vous voyez l'évolution des entreprises françaises qui sont peut-être pas toutes encore très très bien sensibilisées à ces technologies. Est-ce que votre question, c'est à partir de quelle taille critique on a vraiment l'opportunité de mettre en place ce type de stratégie? Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour des PME. C'est vrai que c'est déjà compliqué de convaincre parfois un patron de faire un design de site web qui soit un peu autre chose qu'un site vitrine. Après, il y a des activités qui ne se prêtent pas à de l'e-commerce. Donc, j'ai aussi entendu des choses sur ce qu'on peut faire quand on n'est pas dans le e-commerce, mais avec de l'email marketing. Mais c'est vrai que donc, de là à le tirer vers du responsive design, ça va loin. C'est peut-être donc je m'interroge sur ces clients que vous avez aujourd'hui. Pour ma part, du moins sur Mailing Report, c'est assez particulier puisque nos clients sont des agences de communication. Donc c'est elles qui vont revendre notre solution, donc elles vont mettre en place leur propre pratique de business model en y incluant les templates responsive ou pas, et la revente de la prestation de la plateforme. Donc après, au sein du moins de nos clients agences, il y a tout type d'entreprises après qu'ils ont en second client, qui sont des PME, qui vont aussi passer par du responsive, mais comme on l'a vu à travers toutes les interventions, ça va dépendre de la cible. Et ensuite des études, des statistiques et de la mise en place de ces templates. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons des clients qui sont dans les œuvres caritatives. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile de concevoir un emailing qui va convaincre quelqu'un de faire un don d'une centaine d'euros, de 1000 euros, que de convaincre une personne d'aller visiter un site web, par exemple. Et donc, c'est pas toujours commercial, mais parfois, la newsletter a pour objectif de susciter des émotions, par exemple, etc. Et donc, c'est pas moins important pour la conception, pour le côté technique de la qualité. Vous savez, le résultat du côté de la newsletter, c'est pas tout à fait la transformation dans le sens de retour sur investissement. Il faut d'abord définir des objectifs. Et d'ailleurs, nous avons d'assez gros clients qui ne définissent pas assez clairement leurs objectifs. Je pose très souvent la question, allez, citez-moi vos 3 objectifs email marketing pour cette année. Et la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à me répondre. On voit les emails, tout simplement. Donc, on peut faire plus. Et parfois aussi, c'est un peu désordonné. Alors, ça dépend de l'entreprise, mais je voulais insister sur le point que, voilà, c'est pas seulement parfois pour faire des profits. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec de l'email qui sont aussi importantes. Et le design, le côté technique n'est pas moins important. Au nom d'Orange, bien entendu, mais j'ai eu une vie professionnelle avant Orange et assez fournie. Je pense qu'il faut distinguer 2 types d'acteurs par rapport à votre question, madame. C'est ceux qui sont pure players, uniquement sur le digital, et ceux qui ne sont pas pure players. Aujourd'hui, on a une configuration de crise économique, de réduction de budget dans tous les sens. Et on voit par ailleurs une révolution digitale qui permet de gagner de l'efficacité avec des coûts qui ne sont pas extraordinaires. Donc c'est bien cette conjonction-là qu'il faut étudier. Monsieur tout à l'heure citait sur son expérience d'email responsive la capacité à finalement alimenter des équipes commerciales, si j'ai bien compris, par des leads qualifiés. Le digital est typiquement un bon support, un bon média pour alimenter les activités traditionnelles de l'entreprise sans qu'il y ait de rupture. Donc, et puis, on peut peut-être buter aujourd'hui sur les problématiques de responsive, mais si on parle de big data, si on parle de temps réel, d'hyper-personnalisation, de data management platform, bon. Mais en même temps, il faut considérer que tout ça est en train de se passer maintenant. Et moi, je crois beaucoup à la capacité du digital à venir optimiser des actions, des actes marchands, des actes métiers qui se font en réel, en physique. Et pas forcément pour des sommes et des budgets très très importants. Voilà, je crois qu'on va clôturer ici. Éventuellement, si vous avez des questions supplémentaires pour les différents intervenants, ils vont passer
s'échapper en courant, donc vous pouvez les attraper avant la sortie. Merci à tout le monde pour la participation. Merci à